Bonjour à tous. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la Russie et le Maroc ont signé un accord de coopération sur le nucléaire. Et le Maroc se prépare clairement à développer le nucléaire dans le pays. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce que le Maroc veut faire avec ce nucléaire? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires sur la vidéo précédente et vous avez été nombreux à poser des questions. Il y a eu pas mal de questions sur l'uranium au Maroc, le nucléaire français et des questions qui concernent d'autres pays africains. Et certains d'entre vous se sont même demandé si le Maroc n'était pas en train de préparer en fait l'arme nucléaire derrière tout ça. Bon, détendez-vous, on va essayer de répondre tranquillement à toutes ces questions à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on va essayer de voir d'abord pourquoi ce choix du nucléaire et vous allez voir qu'il y a des raisons très profondes derrière tout ça. C'est parti! Si vous connaissez un peu le Maroc ou si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez sans doute que le royaume est déjà très avancé en matière d'énergie renouvelable. Je reviens pas dessus en détail, j'ai déjà traité ce sujet dans d'autres vidéos, mais juste pour rappel, le Maroc est le pays de la région qui a les meilleures conditions réunies de vent et de soleil. Et c'est le pays d'Afrique du Nord qui a fait les plus gros efforts d'investissement dans les énergies renouvelables. Et quand on voit la liste actuelle des projets éoliens et solaires au Maroc, c'est quand même impressionnant. L'État marocain a déjà investi depuis longtemps, mais maintenant, on a les entreprises privées marocaines qui investissent et aussi les entreprises étrangères. Par exemple, Total Energy, qui a déjà investi au Maroc, envisage maintenant de passer à l'échelle supérieure avec un méga projet éolien et solaire dans le pays. C'est ce qu'a annoncé le PDG, Patrick Pouyanné, lors de la dernière assemblée générale du groupe. Donc du côté des renouvelables, ça avance très bien et ça va même probablement s'accélérer. Et là, évidemment, beaucoup d'entre vous vont se demander, mais pourquoi alors s'intéresser au nucléaire, puisque l'éolien et le solaire se développent bien? Alors, il faut quand même faire un rappel et être très clair. Dans l'état actuel des technologies disponibles, aucun pays au monde ne peut vivre uniquement d'éolien et de solaire. C'est strictement impossible. Ou plus exactement, c'est impossible si on veut pas faire exploser les factures d'électricité dans le pays. Pour la simple et bonne raison que les moyens de stockage actuels sont encore beaucoup trop chers. Les jours où il n'y a pas de vent et pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Il faut savoir que l'électricité que vous consommez, que vous soyez en France, en Allemagne ou au Maroc, c'est pareil partout, elle a quelque chose de très particulier. C'est qu'elle est toujours produite en direct. C'est-à-dire que quand vous allumez votre télé, il y a une centrale quelque part autour de vous qui augmente légèrement sa production, quasiment en direct pour votre consommation. C'est pas du tout comme la consommation d'eau ou de carburant par exemple. Quand vous avez besoin d'essence, vous l'achetez dans un stock disponible, un stock qui a été produit à l'avance. On ne produit pas l'essence au moment où vous en avez besoin. Alors que pour l'électricité, si. La production actuelle d'électricité dans tous les pays a de ça de très particulier, c'est qu'au moment où vous en avez besoin, on doit être capable de la produire presque en direct parce que c'est trop difficile de la stocker. Et c'est en fait ce point-là qui rend ce problème aussi compliqué à résoudre. Alors, si au moment où vous allumez votre télé, il y a des éoliennes ou des panneaux solaires qui fonctionnent, tant mieux. Mais si vous l'allumez la nuit et qu'en plus il n'y a pas de vent, on fait comment? On est obligé d'avoir à côté ce qu'on appelle une source pilotable, c'est-à-dire un moyen de produire de l'électricité quand on veut, exactement au moment où on en a besoin. Et des sources pilotables qui sont actuellement économiquement viables et qui peuvent être déployées à grande échelle, il n'y en a pas 36. Il y a les centrales à énergie fossile, essentiellement les centrales à gaz ou charbon, et les centrales nucléaires. Point. Tout le reste, que ce soit les barrages hydroélectriques, les biocarburants, etc., ça peut être pertinent pour certains endroits particuliers, mais à grande échelle, pour la plupart des pays, on peut déjà oublier. Il y a des recherches en cours actuellement sur la fusion nucléaire, mais ça va probablement prendre du temps. Il y a aussi des pistes très intéressantes sur la géothermie profonde. J'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais pour le moment, en ce qui concerne les sources pilotables, il n'y a que les sources fossiles et le nucléaire qui sont disponibles à grande échelle. Et tous les pays qui choisissent de développer les énergies renouvelables, ils sont obligés d'avoir à côté des sources pilotables et des sources qui doivent être suffisamment puissantes pour pouvoir fournir tout le pays quand il n'y a pas de vent ni de soleil. L'Allemagne, par exemple, qui a énormément développé les énergies renouvelables et qui ne veut plus entendre parler du nucléaire, elle continue de faire tourner des centrales à charbon à côté. Alors les renouvelables lui permettent quand même de consommer moins de charbon qu'avant, c'est déjà ça, mais ils en ont toujours besoin. Pour rappel, c'est la chancelière Angela Merkel en 2011 qui avait décidé d'abandonner le nucléaire, sous pression notamment du parti politique allemand, les Verts. Mais il faut savoir que depuis la guerre en Ukraine, il y a de plus en plus de responsables allemands qui veulent revenir sur cette décision. En tout cas, c'est un choix qui a été fait par les dirigeants allemands, qui a ses avantages et ses inconvénients pour l'Allemagne.
Concernant le Maroc, on s'oriente plutôt vers d'autres choix. Le royaume veut absolument réduire sa dépendance aux énergies fossiles. C'est une des priorités du gouvernement. Et ce qui est compliqué, c'est que d'un autre côté, le Maroc va sans aucun doute avoir besoin de plus d'énergie. Beaucoup plus d'énergie. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Pour comprendre la dynamique actuelle du Maroc, il n'y a pas besoin d'aller loin. Il suffit de regarder l'indicateur le plus simple qui soit, la croissance sur les dernières années. En Europe, vous le savez, il y a eu très peu de croissance ces dernières années. On parle même plutôt de récession dans certains pays européens. Mais en dehors de l'Europe, c'est pas vraiment la même situation. On va regarder ce qui se passe dans les pays du Maghreb et ensuite on va regarder plus loin les pays du Moyen-Orient. Au moment où je fais cette vidéo, les données actuelles de Google vont jusqu'en 2021, mais c'est pas très grave. Ça permet déjà de bien voir l'évolution ces dernières années. On va commencer par la Tunisie. Voici ce qu'a fait le PIB de la Tunisie depuis les années 2000. La Tunisie avait plutôt connu une bonne croissance jusqu'en 2011, puis le printemps arabe est arrivé et depuis, pas grand chose. C'est même une légère récession. Mais on va revenir sur le cas de la Tunisie un peu plus loin. Voici ensuite ce qu'a fait le PIB de l'Algérie. Bon, le cas de l'Algérie, c'est assez simple. Le PIB est directement corrélé avec les cours du pétrole. Les périodes où le prix du pétrole monte, on a une forte croissance en Algérie. Et d'ailleurs, c'est justement dans ces périodes-là que l'Algérie a beaucoup de marge de manœuvre si elle veut transformer son économie. Mais quand le prix du baril baisse, on a malheureusement une récession. L'économie algérienne est encore très dépendante des hydrocarbures. Ça se voit très clairement sur le PIB. Et maintenant, voici ce qu'a fait le PIB du Maroc sur la même période. On peut pas faire plus clair, c'est quasiment une ligne droite depuis les années 2000. Le Maroc a une croissance soutenue et surtout très régulière depuis plus de 20 ans. Parce que non seulement il a fait des réformes, il a diversifié son économie avec l'industrie, l'agriculture, le tourisme, mais aussi parce qu'il a gardé une stabilité politique. Et ça, c'est un point essentiel. Si on revient au cas de la Tunisie, le pays était pourtant bien parti dans les années 2000 et il avait réussi à faire le plus dur, diversifier son économie. Et sans les problèmes politiques qu'il y a eu à partir de 2011, la Tunisie aurait probablement eu une croissance du PIB à peu près comme ça. Au lieu d'avoir 46 milliards de dollars, on serait probablement actuellement autour du double, si ce n'est plus. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire concrètement dans la vie quotidienne des Tunisiens, cette différence de 46 milliards de PIB perdus. Tout ça, ce sont des industries en moins, des millions d'emplois en moins, des aides sociales en moins, des infrastructures, des hôpitaux en moins. Bref, un niveau de vie général bien plus bas. Et je ne parle même pas évidemment de tous les drames qu'une crise économique engendre dans la vie quotidienne des familles. C'est pour cette raison que la stabilité politique est primordiale aujourd'hui, surtout pour les pays africains. Le Sénégal vient de changer de président et visiblement ça s'est bien passé, dans le calme, donc c'est une très bonne nouvelle. L'Algérie va connaître une nouvelle élection présidentielle cette année et j'espère que ça se passera aussi dans le calme parce que la région en a vraiment besoin. D'ailleurs, si vous êtes tunisien et que vous avez vécu tous les événements de ces dernières années, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez l'impression que la situation actuelle est meilleure ou pire qu'à l'époque de l'ancien président Ben Ali. Ce serait évidemment intéressant d'avoir votre point de vue. En tout cas, le Maroc de son côté a eu une croissance économique exceptionnelle. Et même si on regarde par rapport à d'autres pays du Moyen-Orient, sur les 10-15 dernières années, c'est quand même pas mal. Le Maroc a connu une croissance économique plus forte que le Qatar, les Émirats ou même la Turquie. Presque au même niveau que l'Arabie Saoudite, mais sans avoir une seule goutte de pétrole sur son sol. C'est quand même un cas exceptionnel dans le monde arabe. D'ailleurs, j'avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos des industries qui ont émergé au Maroc, l'automobile, l'aéronautique, mais si vous regardez les derniers chiffres publiés, vous allez voir qu'il y a encore une nouvelle industrie très intéressante qui commence à faire une belle percée au Maroc, c'est le secteur des composants électroniques. Mais on aura l'occasion d'en reparler en détail dans d'autres vidéos. En tout cas, quand vous avez un pays qui a une telle croissance économique et constante depuis plus de 20 ans, faut pas être sorti d'Harvard pour comprendre que dans les 10 prochaines années, sauf accident majeur ou une guerre, il y a quand même des chances que ça continue et même que ça s'accélère. En tout cas, c'est un scénario que le gouvernement marocain est obligé d'anticiper. Et on ne le dira jamais assez, le PIB, à quelques rares exceptions près, c'est essentiellement de l'énergie transformée. Toutes les économies de tous les pays sont basées sur l'énergie. Si le Maroc veut accélérer sa croissance et transformer le pays, il va lui falloir beaucoup plus d'énergie. Ajoutez à ça la croissance de la consommation des ménages, le niveau de vie des Marocains augmente, les familles consomment plus. D'ailleurs, l'été dernier, le 11 août exactement, le Maroc a battu son record historique de consommation d'électricité. Alors en France, les pics de consommation, c'est surtout en
en hiver, mais au Maroc, c'est plutôt l'été. Forcément, les climats ne sont pas les mêmes. Et j'ai pas non plus parlé de tous les gros projets en cours, les nouvelles lignes de TGV, le secteur des batteries, les gigafactories, etc. Bref, il n'y a même pas à tergiverser, si j'ose dire. Pour son développement, le Maroc va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie. Et il s'avère que le nucléaire pourrait être une très bonne solution, non seulement pour le développement du pays, mais aussi une solution pour régler l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre pour le Maroc ces dernières années, le problème de l'eau. Bon, je pense que ça n'a échappé à personne. Le climat est clairement en train de changer. Peu importe le pays où vous êtes, vous avez sûrement remarqué que cette année, il fait anormalement chaud par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Et c'est pas juste une impression, c'est un réchauffement qui est réel et qui est mesuré. Il y a un graphique qui est extrêmement parlant et qui est en train de faire peur à tous les spécialistes du climat en ce moment, c'est celui de la température moyenne mondiale à la surface de la Terre. Je vous mets le lien pour ceux qui veulent aller plus loin. Voici la température moyenne habituelle à la surface de la Terre de janvier à décembre. Chaque ligne représente une année. Et on voit ici toutes les années de 1940 à 2022. Par exemple, cette ligne, c'est l'année 1975 et on voit qu'au 1er juin 1975, il faisait en moyenne sur Terre environ 15 degrés. Et là, par exemple, c'est l'année 2015 et il faisait au 1er juin environ 16 degrés. Voici l'année 2023. On a passé toute la deuxième moitié de l'année 2023 avec des records mondiaux de chaleur et largement au-dessus de la zone habituelle. Et voici comment a commencé cette année, l'année 2024, au moment où je tourne cette vidéo. Comment vous dire? Préparez-vous, il va probablement faire chaud cet été, et même très chaud. Alors, si vous êtes dans le business des glaces et des climatisations, c'est une bonne nouvelle pour vous, vous êtes sur le bon créneau. Mais pour la plupart des gens et pour le fonctionnement de nos sociétés en général, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Nos sociétés ont l'habitude d'un certain climat. Les régions habitées, notre agriculture, notre façon de vivre se sont forgées avec ce climat. Si le climat change rapidement, comme c'est visiblement le cas, on va devoir s'adapter rapidement aussi. Il n'y a pas trop le choix. Et au niveau des précipitations, c'est pareil. Il va falloir s'habituer à un changement brutal au niveau des pluies. Alors, il y a une idée reçue que j'ai souvent entendue, c'est de penser que s'il fait plus chaud en moyenne sur Terre, il y aura moins de pluie. En fait, non, c'est même le contraire. Il va y avoir de plus en plus de pluie. Pour deux raisons simples qui sont liées à la physique. Quand il fait plus chaud, il y a plus d'évaporation dans les océans. Et en plus, quand l'air est chaud, il peut transporter plus de vapeur d'eau. Donc, plus de nuages que l'air froid. C'est ce qu'on appelle l'humidité relative de l'air. Donc, en fait, il va y avoir de plus en plus de pluie sur Terre. En moyenne. Mais le problème, c'est que la distribution des pluies va changer. Il y a des pays qui vont avoir plus de pluie et d'autres qui vont en avoir beaucoup moins. Parce que les pluies dépendent essentiellement de la façon dont circulent les nuages sur Terre. Et c'est cette circulation qui est en train de changer. Il y a un gros travail de simulation qui a été fait dans le dernier rapport du GIEC, j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Et pour l'instant, toutes les observations montrent qu'on va effectivement vers ce scénario-là. Sur cette carte, toutes les régions en vert, ce sont celles où il va y avoir une augmentation des pluies. Et en jaune, ce sont les régions qui vont subir une diminution des pluies. Pas de chance pour tous les pays autour de la Méditerranée, c'est une zone où l'on va avoir moins de pluie. Le sud de la France, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Grèce, la Turquie. Il y a malheureusement plus trop de doutes là-dessus. Tous ces pays vont devoir s'habituer à vivre avec moins de pluie. Et à l'inverse, le nord de la France et plus généralement le nord de l'Europe va en avoir plus. Moi qui ai grandi dans la banlieue de Lille, dans le nord de la France, déjà qu'on en avait souvent marre de la pluie, on va s'en prendre encore plus. Chez le nord. Alors il y a des régions pour lesquelles c'est quand même assez critique, comme l'Amazonie. S'il y a moins de pluie dans cette région, vous imaginez bien les conséquences sur l'écosystème. Et à l'inverse, et on ne le dit pas assez souvent, il y a des pays qui vont profiter du changement climatique. Par exemple, l'Arabie Saoudite, qui est dans une zone qui devrait connaître de plus en plus de pluie. Pareil pour la Russie. Non seulement plus de pluie, mais avec la hausse des températures, une grande partie des terres de Sibérie, qui sont d'habitude totalement gelées, vont devenir intéressantes pour l'agriculture. Et ce sont des territoires immense. Je ne serais absolument pas étonné si la Russie devenait la plus grande puissance agricole dans un futur proche. La Russie, l'Arabie Saoudite, deux des plus grands producteurs de pétrole au monde et qui risquent bien de profiter du changement climatique. Si c'est pas beau ça? En tout cas, pour ce qui nous concerne, les pays autour de la Méditerranée, on peut pas dire qu'on va en profiter. Cette année, l'Espagne a encore subi une sécheresse. La région de Barcelone avait même annoncé en janvier dernier des restrictions sur l'utilisation de l'eau. Dans le sud de la France aussi, ça commence à être récurrent et problématique. Ça, c'est une image que vous avez peut-être vue dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin de Perpignan, janvier 2021, et là, janvier 2024.
Bon, l'image se passe de commentaires. Et pour le Maroc, même constat. Le pays subit depuis plusieurs années une sécheresse assez grave. Heureusement, il y a eu pas mal de pluie dernièrement pour reconstituer un petit peu les réserves, mais tout le monde a compris au Maroc que le pays allait devoir régler une bonne fois pour toutes le problème de l'approvisionnement en eau. Alors, un petit rappel rapide, même si j'ai déjà traité en détail ce problème de l'eau dans d'autres vidéos. D'où vient l'eau qui est consommée au Maroc? Il n'y a que 3 sources primaires. Les nappes phréatiques, mais elles sont limitées parce qu'elles se renouvellent avec les pluies. L'eau de pluie qu'on récupère avec les barrages. Quand il pleut, au lieu de laisser l'eau s'écouler vers la mer, on la récupère et on la stocke dans les barrages. Mais là aussi, on est limité. Ces dernières années, les stocks d'eau récupérés par les barrages sont bien plus faibles qu'avant. Il y a une dizaine d'années, on arrivait à remplir les barrages à plus de 50-60%. Ces derniers mois, on était plutôt autour des 30% de remplissage. Alors, il y a des solutions à court terme. Par exemple, construire plus de barrages pour récupérer plus d'eau. Le Royaume a accéléré la construction de nouveaux barrages. Il y a aussi des gros travaux pour connecter les barrages entre eux, ce qu'on appelle les autoroutes de l'eau. C'est une bonne solution à court terme. Mais encore une fois, les niveaux de stock disponibles vont toujours dépendre du niveau des pluies. Il n'y a aujourd'hui qu'un seul moyen pour ne plus dépendre des pluies et avoir de l'eau à volonté, si je puis dire, c'est le dessalement de l'eau de mer. C'est le seul moyen dont les quantités dépendent uniquement de nous, de notre capacité à traiter l'eau de mer. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut quand même être clair. Avec la croissance démographique et économique, le dessalement de l'eau de mer, c'est la seule solution à long terme, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour tous les pays autour de la Méditerranée. Et le vrai problème à régler, ce n'est pas seulement d'avoir de l'eau, c'est surtout d'avoir de l'eau pas chère, parce que le dessalement de l'eau de mer, ça consomme beaucoup d'énergie. Le problème de l'eau est donc aujourd'hui essentiellement un problème du coût de l'énergie. Si on règle ce problème du coût de l'énergie, on règle très facilement ce problème de l'eau. Exemple simple, les Émirats ou l'Arabie Saoudite. À la base, les Émirats, c'est ça. Il y avait juste assez d'eau dans le sous-sol pour quelques tribus nomades. Et c'est tout. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a de l'eau à volonté pour quasiment 10 millions d'habitants, alors que c'est un pays désertique à la base. Tout simplement parce qu'ils ont eu la chance d'avoir de l'énergie pas chère. Et pour les pays qui n'ont pas cette chance d'avoir du pétrole ou du gaz, il faut trouver d'autres solutions. Parce que l'eau a quelque chose de très particulier, c'est que son prix est très sensible. On ne peut pas augmenter les prix de l'eau comme ça si facilement. Il y a un cas qui illustre bien ça, c'est celui de la Bolivie dans les années 2000. Suite à une privatisation, les tarifs de l'eau avaient augmenté dans une des plus grandes villes du pays, Cochabamba. Tout de suite après, il y a eu des manifestations, ça a dégénéré, le pays a même déclaré la loi martiale et après plusieurs morts et des centaines de blessés, le gouvernement a fait marche arrière et il a tout simplement annulé le contrat de privatisation de l'eau. Voilà, c'est un exemple qui montre à quel point le prix de l'eau est une donnée très sensible pour les populations et pour la paix sociale. Et le prix de l'eau est aussi très sensible pour une autre raison, la compétitivité. Et c'est particulièrement vrai pour un pays comme le Maroc qui a réussi à bien développer l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Ces deux secteurs, aujourd'hui, ça représente plus de 8 milliards de dollars d'export chaque année pour le Maroc. Le Royaume exporte dans le monde entier et s'il a réussi à gagner autant de parts de marché, c'est aussi parce que l'agriculture marocaine est devenue très compétitive. L'exemple de la production de tomates le montre très bien. Le Maroc est devenu en quelques années le 4e exportateur mondial de tomates, derrière le Mexique, les Pays-Bas et l'Espagne, mais devant la France, le Canada et la Turquie. Si les prix de l'eau augmentent pour les agriculteurs marocains, ça va se répercuter automatiquement sur le prix final, donc sur le consommateur, et le Maroc risque de perdre des parts de marché. Ça montre à quel point cette équation de l'eau est compliquée pour un pays qui veut non seulement réduire sa dépendance aux énergies fossiles, mais aussi sécuriser son approvisionnement en eau. Et tout ça en essayant de ne pas augmenter les prix de l'eau. Et on en revient donc toujours au même, le problème de l'énergie. Résoudre le problème de l'énergie, c'est vraiment la clé pour le Maroc. Eh bien, si le pays s'intéresse au nucléaire et plus particulièrement à la nouvelle technologie des réacteurs modulaires, les SMR, c'est tout simplement parce que c'est un moyen qui pourrait tout à fait régler ce problème et ça de manière définitive. Et on va essayer maintenant de comprendre pourquoi. Alors avant même de rentrer dans les détails des SMR, il faut quand même faire un point sur l'uranium. Puisque vous le savez, c'est le combustible qui est utilisé dans le nucléaire. C'est l'uranium qui contient toute l'énergie qu'on utilise. Et on ne se rend pas toujours compte de la quantité d'énergie qu'il y a dedans. Imaginez un camion-citerne rempli de pétrole. On va dire un camion qui transporte 15 000 litres de pétrole, soit environ 13 tonnes. Pour avoir la même quantité d'énergie qui est contenue dans tout ce pétrole, savez-vous à peu près quelle quantité d'uranium il faut ? Une camionnette remplie d'uranium, une petite remorque d'uranium,
Une valise? Non, juste ça. Un cube de la taille d'un dé. Oui, juste ça. Pour ceux qui ne veulent pas y croire, je vous mets plus de détails dans la description en bas. Avec un petit cube d'uranium comme ça, vous libérez autant d'énergie que tout le pétrole contenu dans un camion-citerne. On l'oublie souvent, mais l'uranium contient une quantité d'énergie absolument incroyable. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'utilise dans la bombe nucléaire. Et comme on l'a vu dans la dernière vidéo, le Maroc possède les plus grandes réserves d'uranium au monde, et de très loin. Mais vous imaginez si le pays pouvait exploiter cette énergie? Mais c'est fini, le problème serait réglé pour des milliers d'années. Sauf que pour l'instant, le Maroc ne peut rien en faire. Il ne peut pas encore l'exporter parce que l'uranium marocain est moins concentré et donc plus cher à extraire. Il faudrait que le prix de l'uranium sur les marchés continue de grimper pour que ça devienne envisageable. Ça va probablement arriver, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et le Maroc ne peut pas non plus l'utiliser pour sa consommation intérieure puisqu'il n'a pas encore de centrale nucléaire. Donc pour l'instant, cet immense trésor d'énergie continue de dormir tranquillement dans le sous-sol marocain. Et justement, la nouvelle technologie des SMR sera probablement une bonne opportunité pour réveiller ce trésor. On n'entend pas beaucoup parler des SMR pour l'instant dans les médias, mais je peux d'ores et déjà prendre un petit pari avec vous. Vous allez en entendre parler de plus en plus dans les années qui viennent. Tous les grands pays qui maîtrisent le nucléaire sont en train de développer cette technologie. La France, la Russie, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon. Tous. Il y a actuellement plus de 80 modèles de SMR en développement, mais ce sont incontestablement les Russes avec Rosatom qui ont le plus d'avance. Parce que ce sont les seuls, pour le moment en tout cas, qui ont déjà mis en service des SMR et ça fonctionne très bien. Et si tous les pays font la course pour développer ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Les réacteurs nucléaires SMR ont de très grands avantages par rapport aux centrales nucléaires classiques. Alors déjà le plus évident, la taille et la modularité. Aujourd'hui, le vrai problème d'une centrale nucléaire classique, c'est que c'est très gros, très compliqué à construire. Ça coûte excessivement cher à l'investissement. On doit souvent compter entre 8 et 10 milliards de dollars pour une seule centrale. Et là, je parle des centrales classiques. Je parle même pas des cas particuliers comme l'EPR de Flamanville, où là, on est déjà visiblement à plus de 19 milliards d'après la Cour des comptes. Et c'est toujours pas fini. En plus, c'est très long à construire. Il faut compter une dizaine d'années. Alors que d'un autre côté, les SMR sont beaucoup plus petits, largement moins chers, plus rapides à mettre en place. En fonction des modèles, on peut les installer en 2 ou 3 ans. En plus, c'est modulable, c'est-à-dire qu'on peut installer un premier SMR et produire rapidement de l'électricité, puis ensuite en ajouter un autre, etc. Ce qui permet d'investir progressivement. Et surtout, comme c'est fabriqué en usine et que c'est plus petit, la sûreté est plus facile à gérer. Il y a beaucoup moins de risques qu'une grande centrale nucléaire classique. Mais il y a un point fondamental où les SMR sont bien plus intéressants. Et ça, c'est lié à un grand problème des centrales nucléaires actuelles, un problème d'ailleurs qui est souvent absent des débats sur le nucléaire. Pour bien comprendre ce problème, il faut rappeler rapidement le principe d'une centrale nucléaire. Vous le savez sûrement, pour produire de l'électricité, on doit faire tourner une turbine. Et dans une centrale nucléaire, le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour faire tourner cette turbine, c'est très simple. Vous le connaissez tous, c'est ça. Le principe de la cocotte minute. On fait chauffer de l'eau, c'est justement là où on utilise l'uranium, l'eau s'évapore, la pression augmente, on fait passer cette vapeur sous pression à travers la turbine et c'est ça qui la fait tourner. Bon, c'est assez simple, mais une fois que la vapeur a traversé la turbine, on doit la réutiliser et pour ça, on la refroidit. Elle se condense et se retransforme en eau liquide plus froide et on la renvoie ensuite vers le réacteur pour refaire le cycle une nouvelle fois. Mais quand la vapeur sort de la turbine, ici, elle est encore très chaude. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette chaleur? Rien. On l'envoie dans la nature, soit dans la rivière, dans la mer ou dans l'air. C'est de l'énergie totalement perdue. Alors si c'était juste une petite partie de l'énergie, à la rigueur, ce serait pas très grave. Sauf qu'en fait, cette énergie perdue, accrochez-vous, c'est plus des 2/3 de l'énergie produite par l'uranium. Oui, plus de 66% d'énergie perdue. Et c'est pas une blague. Le rendement moyen des centrales nucléaires en France ne dépasse pas les 33%. La plus grande partie de l'énergie produite par les centrales nucléaires est perdue dans la nature. Pourquoi on ne récupère pas cette chaleur pour en faire autre chose? Tout simplement parce qu'à l'époque où on a construit les centrales nucléaires, l'efficacité énergétique ou bien les économies d'énergie, c'était clairement pas la priorité. Et maintenant, si on doit modifier tout le parc nucléaire pour exploiter cette énergie, ce serait probablement beaucoup trop cher. Les grandes centrales nucléaires n'ont pas été conçues pour ça. Mais avec les SMR, justement, on n'a pas fait la même erreur. Dès le départ, ils sont
conçus et optimisés pour exploiter non seulement l'électricité, mais aussi la chaleur qui sort. Et c'est pour ça qu'on arrive à atteindre des rendements de plus de 80% avec cette technologie. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette chaleur en plus? Alors par exemple, en Russie, Rosatom installe des SMR pour fournir l'électricité et en plus, avec la chaleur qui sort, au lieu de la balancer comme ça dans la nature, ils l'utilisent pour le chauffage de ville. Au Maroc, on n'a pas besoin de chauffage, vous vous en doutez, mais on a besoin d'eau. Et il se trouve par chance qu'il existe un procédé qui utilise directement la chaleur pour dessaler l'eau de mer, sans avoir besoin d'électricité. C'est ce qu'on appelle le procédé MSF, Multistage Flash, ou en français, le procédé de distillation à détente étagée. C'est exactement ce procédé qui est utilisé par exemple en Arabie Saoudite dans la grande station de dessalement d'Al Jubail. C'est un procédé qu'on connaît déjà depuis longtemps et c'est très intéressant dans le cas des SMR parce que au lieu de fonctionner avec de l'électricité, comme dans l'autre procédé de dessalement, l'osmose inverse, là, le MSF, ça fonctionne directement avec la chaleur. Et c'est là justement qu'on comprend bien pourquoi les autorités marocaines s'intéressent de très près au SMR. Grâce à cette technologie, on peut fournir à la population non seulement de l'énergie par l'électricité, mais aussi de l'eau avec la chaleur. Et tout ça avec le même réacteur nucléaire. Et en plus, un réacteur qui pourrait tout à fait être alimenté par de l'uranium marocain, de l'énergie, de l'eau et une indépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Cette technologie SMR répond aux 3 enjeux les plus importants pour le pays. Alors évidemment, ça va pas être facile. C'est un gros défi, c'est une nouvelle technologie, ça va prendre du temps, mais une fois que ce sera mis en place, les avantages pour le royaume seront absolument énormes. Vu comment le pays est déjà en train de se développer, si en plus il arrive à régler une bonne fois pour toutes les 2 problèmes principaux que sont l'énergie et l'eau, je vous laisse imaginer l'accélération. En tout cas, il y a une personne au Maroc qui croit beaucoup à cette technologie, c'est la ministre de l'énergie, Leïla Ben Ali, puisque pour elle, le nucléaire est clairement l'une des meilleures solutions à long terme pour le Maroc. Donc on verra bien comment ça avance. Voilà, on va passer maintenant aux questions que vous avez posées dans la vidéo précédente. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai dorénavant dans chaque vidéo de consacrer un petit temps pour y répondre, comme ça c'est plus interactif. On va commencer par un sujet qui est revenu plusieurs fois, c'est le Niger. Bertrand, par exemple, nous dit « Parmi les grands producteurs d'uranium, le Niger, pays du Sahel, est laissé de côté. Est-ce un oubli? J'en doute. Quelle motivation idéologique pourrait expliquer cette omission ?» Merci Bertrand pour votre question, mais il n'y a aucune motivation idéologique. Ce sont simplement les données disponibles. Sur ce graphique de la production d'uranium, je n'avais effectivement mis que les 4 premiers pays, mais si vous voulez, on continue. On a effectivement le Niger qui était en 2022 le 7e plus gros producteur d'uranium. J'ai pas encore les données de 2023, mais ça a probablement baissé à cause des problèmes politiques qu'a connu le pays. En tout cas, c'est vrai que d'un point de vue intérieur, l'uranium est très important pour le Niger parce que c'est le minerai le plus exporté du pays. En 2022, ça représentait presque un tiers des exportations du Niger. Mais bon, je profite de cette question pour le redire une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos où je l'explique en détail. Si vous comptez uniquement sur les matières premières pour développer les pays africains et augmenter le niveau de vie des populations, vous pouvez attendre longtemps. Les matières premières ne changeront strictement rien pour les populations africaines. Ça ne profitera qu'à une petite minorité de la population. La seule solution, c'est de transformer ces matières premières sur place. C'est l'industrialisation, c'est la technologie. C'est uniquement là où il y a assez de valeur et de travail pour la population. C'est pas juste en récoltant les matières premières et en les exportant brutes comme ça. Autrement dit, ce ne sont pas les richesses de son sous-sol qui vont aider l'Afrique, ce sont ses cerveaux. Surtout que la population africaine est plutôt jeune. Et des cerveaux en Afrique, c'est pas ce qui manque. Autre question qui est revenue souvent, c'est sur le refroidissement des réacteurs et le besoin en eau. Alors un internaute, visiblement un petit peu taquin, nous dit « C'est très intelligent. Qu'y a-t-il de mieux pour un pays en stress hydrique que de construire des centrales nucléaires qui ont énormément besoin d'eau pour refroidir les réacteurs ?» Et apparemment ça le fait rire. Mais figurez-vous que oui, c'est plutôt intelligent. Déjà parce qu'il n'y a aucun problème pour refroidir une centrale nucléaire au Maroc. Les centrales peuvent être refroidies avec l'eau de la mer tout simplement. C'est ce qu'on fait déjà en France, par exemple dans la centrale nucléaire de Gravelines, dans le nord de la France, ça pose aucun souci. Mais de toute façon, si le Maroc installe des SMR, ce n'est pas pour gaspiller cette chaleur dans la mer. Comme je l'ai dit, c'est justement dans le but d'utiliser cette chaleur pour produire de l'eau dessalée. En physique, utiliser la chaleur d'un système pour en faire autre chose, ça veut dire le refroidir, tout simplement. En produisant de l'eau dessalée grâce à la chaleur, on refroidit automatiquement les réacteurs. Donc le nucléaire ne va pas aggraver le stress hydrique au Maroc, c'est tout le contraire même. C'est une solution
au stress hydrique. Donc oui, de ce côté-là, c'est plutôt intelligent. Autre question, Mehdi nous demande « Bonjour, avez-vous une idée des lieux potentiels d'implantation ?» Alors, j'ai vu circuler quelques lieux potentiels, mais pour l'instant, je n'ai aucune information confirmée à ce sujet. Ça reste un domaine stratégique, donc vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas publiées tout de suite. Mais si vous, de votre côté, vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ensuite, Ali qui nous pose une question sur l'extraction de l'uranium par rapport au phosphate qui est déjà exploité au Maroc. En résumé, est-ce qu'on peut extraire les deux à la fois, le phosphate et l'uranium? C'est une question très intéressante parce qu'effectivement, l'uranium et le phosphate se trouvent exactement dans les mêmes roches au Maroc. Et justement, l'idée c'est d'extraire l'uranium en même temps que le phosphate, comme un sous-produit. Pendant qu'on extrait le phosphate, on en profite pour ajouter des étapes et extraire aussi l'uranium. C'est économiquement le plus intéressant parce que grâce à l'industrie du phosphate qui est déjà en place, il y a déjà toutes les grosses infrastructures pour les premières étapes de traitement. On n'a pas besoin d'ouvrir de nouvelles mines, réinvestir des machines d'extraction, etc. Et tout l'enjeu des recherches qui sont menées actuellement au Maroc, c'est comment extraire cet uranium de la façon la plus efficace et la moins chère possible. Donc ce sont des recherches sur les procédés industriels, sur la chimie, notamment avec l'acide phosphorique. C'est assez compliqué de rentrer dans les détails, mais il y a pas mal de chercheurs et d'ingénieurs marocains qui travaillent dessus. Donc oui, c'est justement l'objectif d'exploiter en même temps et sur la même chaîne de production le phosphate et l'uranium. Et d'ailleurs, d'où l'importance de la recherche et de la science. À une époque où les médias valorisent beaucoup les artistes, les sportifs, les comiques, que les jeunes d'ailleurs prennent souvent comme modèle, c'est très bien, mais peut-être qu'on devrait aussi valoriser tous ces chercheurs, ces ingénieurs qui travaillent dans l'ombre, mais qui sont aussi en train de construire le Maroc de demain. Ensuite, quelques-uns d'entre vous se sont inquiétés sur le sujet de l'arme nucléaire. Est-ce que le Maroc va vouloir développer l'arme nucléaire? Alors, le nucléaire civil et le nucléaire militaire, même s'il y a le mot nucléaire dans les deux cas, ce sont deux technologies complètement différentes. L'uranium que l'on utilise dans les centrales nucléaires est un uranium que l'on enrichit entre 3 et 5% maximum. C'est suffisant pour faire tourner un réacteur nucléaire. Dans une bombe nucléaire, l'uranium est enrichi à plus de 90%. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas parce qu'on a des centrales nucléaires qu'on peut développer l'arme nucléaire. C'est pas aussi simple que ça. Donc non, rassurez-vous, à ma connaissance en tout cas, le Maroc ne cherche pas à développer l'arme nucléaire. Mais bon, si vous de votre côté vous avez des informations dessus, n'hésitez pas à les partager. Et pour terminer, on a McFly qui me dit « On veut à présent 2 vidéos par mois et c'est non négociable. » Aïe mon frère, j'aimerais bien, mais ça va être compliqué. Ça a peut-être pas l'air comme ça, mais le genre de vidéo que je fais nécessite énormément de travail, de recherche, de vérification, et ensuite il faut produire la vidéo. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas comme un podcast comme ça, fait en live en 30 minutes, surtout que ce n'est pas mon activité principale. Donc c'est compliqué d'en faire souvent. Par contre, j'aimerais faire des vidéos avec des invités pour présenter des projets, des activités ou des travaux intéressants, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'industrie, de l'économie ou autre. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez parler de votre projet, de votre entreprise ou de votre activité. Vous avez mon adresse email dans la description. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.